Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2023. Le croissant de Vénus sera visible aux jumelles le matin autour du 3. Jupiter et la Lune se lèvent ensemble le 4. Vénus et la Lune, toutes les deux en croissant, seront proches l'une de l'autre le 12. La lumière zodiacale est observable vers le 16. Neptune passe à l'opposition le 19 et Mercure sera observable en dernier quartier le 22. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission en nous contant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Parfois c'est un personnage de l'astronomie qui vous intéresse et ce mois-ci je crois que vous allez nous parler de Monsieur Lindblad. Oui exactement, astronome suédois, Bertil Lindblad, né en 1895 et mort en 1965. Il débute sa carrière par l'étude des mouvements des amas globulaires. Il faut remettre un petit peu dans le contexte. Dans les années 20, il y a deux visions concernant l'univers qui s'opposent quasiment. Une première vision qui part du principe que la Voie lactée, c'est l'univers. Tout ce qui est dans la Voie lactée, c'est tout l'univers, tout simplement. Et puis la deuxième vision, vous la connaissez, c'est que les nébuleuses spirales sont d'autres voies lactées, des univers-îles, comme on pourra le dire quelques décennies plus tard. En 1926, Lindblad travaille à la forme que doit avoir la Voie lactée et conclut qu'il s'agit d'une spirale en rotation. Alors pour arriver à cette conclusion, il va s'appuyer sur les travaux de Arlo Shapley. On l'a déjà évoqué, Shapley, un astronome mort en 1972. C'est lui qui, grâce notamment au céphéide, vous savez, tout le travail d'Henrietta Leavitt, a mesuré les distances des amas globulaires. Et donc Shapley a travaillé à la forme de la Voie lactée et il va surtout déterminer la position du Soleil dans la Voie lactée. Et donc Lindblad va travailler aussi à partir des travaux de Jacob Kapteyn, mort en 1922, et qui est à l'origine, vous savez, des courants stellaires. Kapteyn, il nous dit que les étoiles se déplacent non pas aléatoirement les unes par rapport aux autres, mais il y a vraiment des courants. Les étoiles se déplacent en groupe finalement. Donc pour Bertil Lindblad, quand vous avez des étoiles d'un même groupe qui se déplacent, elles se déplacent toutes dans la même direction et à peu près à la même vitesse. Et si des étoiles d'un autre groupe semblent se déplacer dans une direction opposée, c'est parce qu'elles se trouvent derrière le bulbe galactique finalement, et donc en réalité elles vont dans le même sens, et donc voilà comment il va apporter la démonstration que la galaxie est bien un disque giratoire. C'est le terme qu'il emploie d'ailleurs pour caractériser la rotation de la Voie lactée, et bien sûr il a raison. Et donc Bertil Lindblad fait partie aussi du groupe d'astronomes à l'origine de la création de l'ESO et notamment de la conception de l'observatoire de la CIA au Chili, qui sera inauguré en 1964, c'est-à-dire un an avant le décès de l'astronome suédois. Très bien, donc merci pour cette chronique consacrée à Bertil Lindblad. Nous passons à la liste des événements observables en septembre en nous tournant vers Vénus et vers vous, Cyril. Le 3, la jumelle de la Terre est bien visible aux jumelles, si vous m'épargnez ce calembour. Expliquez-nous un petit peu le croissant de Vénus, pourquoi cette planète a des phases. On en a déjà un petit peu parlé à propos de Mercure dans une émission précédente, je crois. Oui, on en a même parlé au mois de juillet là, sur Vénus aussi. Il y a une petite chose importante là, c'est que le mois dernier, quand on observait il y a 2 mois, plutôt au mois de juillet, quand on observait Vénus, on la voyait le soir. Il se trouve que donc Vénus est une planète interne, donc elle est entre la Terre et le Soleil, donc elle est jamais derrière nous en fait, côté espace, côté
univers, on va dire. Voilà. Et puis elle tourne plus vite que nous autour du Soleil. Elle met 7 mois et nous 12 mois. Le 13 août, donc mi-août, il y a une quinzaine de jours, là, ce qui s'est passé, c'est que Vénus était en conjonction intérieure. C'est-à-dire qu'il y avait un alignement entre le Soleil, Vénus et nous. C'est-à-dire qu'avant le 13 août, elle était plutôt du soir, et à partir du 13 août, elle est plutôt du matin. Donc là, à partir depuis quelques jours, on la revoit et on la voit sur le matin. Et ce qu'on voit, c'est que, un petit peu comme la Lune, elle monte des phases qui sont liées au positionnement de la Terre par rapport à elle et par rapport au Soleil. C'est bien le Soleil qui éclaire la Vénus, comme le Soleil éclaire aussi la Lune d'ailleurs, et ça donne des phases. Donc là, en ce moment, on va avoir un très très fin croissant, parce qu'elle vient de passer en fait devant nous en quelque sorte, et elle est de nouveau éclairée par le Soleil. Voilà. Et c'est Galilée, je crois, qui a été le premier à découvrir ces phases de Vénus. Oui, c'est Galilée qui les a découvertes. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que il était un peu, je sais pas comment on pourrait dire, cabotin. Parce qu'en fait, ces découvertes, avant de les donner à tout le monde, avant de les publier, il les donnait par anagramme à ses potes. Alors ses potes, c'était forcément Kepler, pour lui confirmer éventuellement des choses. C'était aussi une sorte de mécène, le comte de Médicis, là, où il envoyait aussi ses infos. Et donc, vous receviez un truc un peu sans queue ni tête, soit que des lettres, donc il fallait les remettre dans le bon sens, soit des mots en latin, et pareil, qui ne voulaient pas forcément dire quelque chose. Donc, c'était pas si simple que ça. Alors, n'ayant pas fait catéchisme première langue, et n'étant pas un élève comme Sébastien de Denis Savoie qui parle et qui comprend le latin surtout, qui ne fait pas que le parler, j'ai été obligé, alors je prends mes notes, vous entendez, là c'est du direct carrément. Donc par exemple sur Vénus, il s'était amusé à écrire à Kepler, alors désolé pour les latinistes, moi j'ai arrêté je pense en 4e, donc il y a très très longtemps, donc il avait écrit Aec, Immatura, Mi, Iam, Frustra, Legutur. Donc ça c'est déjà chaud. Donc si on met les lettres dans le bon sens, c'est le principe des anagrammes, on a un truc qui n'est pas super clair aussi non plus pour moi, qui est Cynthiae figuras aenularatur mater amorum. Donc j'espère que Denis Savoie n'écoute pas. Ce qui signifie clairement, en bon français, la mère des amours imite les figures de Cynthie. Là, on se croirait quasiment dans un documentaire américain. Donc c'est un peu chaud, là. Cynthie, je ne connais pas bien. La mère des amours non plus. Alors, si on décode ça, la mère des amours, en fait... Enfin non, commençons par Cynthie. Cynthie, en fait, c'est dans la mythologie, c'est la Lune. Donc ça ne nous aide pas encore. Et la mère des amours, c'est plutôt c'est Vénus forcément. Les amours, c'est Vénus. Et là, on commence à réussir. Donc là, on commence à refaire un peu un lien. Ça veut dire que on a une phrase qui voudrait dire Vénus imite les figures de la Lune. Donc si Vénus imite les figures de la Lune, les lunes c'est les phases, et donc il est le premier effectivement à avoir observé les phases de la Lune. Alors ça c'est quasi une interprétation là, parce que si on reprend d'autres phrases qu'il a écrites, on découvre que il voit que Saturne c'est trois morceaux Saturne, donc là c'est pas, donc on peut se dire que peut-être c'est parce que sa lunette était pas très très bien réglée. Vous vous souvenez, là on n'avait pas des doublés, des triplés, des trucs en fluorite, etc. C'est-à-dire que c'est juste de lentilles côte à côte, donc effectivement on peut imaginer, quand on voit les dessins, les très beaux dessins qu'il a fait, on imagine plutôt une tasse avec 2 anses, ou plutôt qu'un anneau, ou des petits satellites autour de Saturne. Oui, il a clairement pas compris qu'il y avait un anneau autour de Vénus. C'était pas simple à imaginer. Il faut se rappeler aussi que pour ses premières lunettes, il a récupéré le point focal en dehors du tube. Il fallait tenir l'oculaire en dehors du tube, donc il ne fallait pas trembler non plus pour avoir une image à peu près fixe. Et puis il y a eu d'autres trucs plus étranges, c'est-à-dire que sur une des phrases, c'est-à-dire qu'il écrit pareil à un anagramme qu'il écrit à Kepler, en fait il parle qu'il a raison, que Kepler a raison en fait, et que donc la Terre il y a une lune et que Mars il y a 2 lunes. Sauf que ça a dû être découvert 200 ans après. Donc là aussi, c'est-à-dire que l'anagramme, c'est notre interprétation à nous, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le résultat de son anagramme à lui. C'est-à-dire qu'avec un anagramme, on peut avoir plusieurs solutions, j'imagine. Voilà. Mais ce qui est fascinant quand même avec la découverte des phases de Vénus, c'est que Galilée apporte du crédit aux idées coperniciennes. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut aussi évoquer.
Effectivement, puisque si Vénus a des phases et qu'elle tourne autour du Soleil. Oui, alors le système de Tycho Brahe permet d'expliquer les phases de Vénus, mais là encore, on s'éloigne un petit peu du sujet principal. Très bien, écoutez, alors si vous voulez réfléchir et poursuivre cette discussion autour de Vénus, commencez par l'observer en début de mois, et puis ensuite, eh bien, écoutez, lisez Ciel et Espace, où on en parle aussi. Et vous comprendrez ce qui se passe avec ces phases. Le 4, un beau spectacle au-dessus de l'horizon Est avec la Lune et Jupiter qui se lèvent ensemble. Sébastien, à quelle heure faut-il scruter l'horizon pour voir se lever conjoint ? Alors Jupiter se lève à 22h30, la Lune 22h20, donc 10 minutes plus tôt. Donc c'est un joli lever de concert. Et je crois que le prétexte de cette observation, c'est aussi de remettre un petit peu les objets en perspective. On va parler un petit peu en distance-lumière. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, la vitesse de 300 000 km par seconde. On se rappelle plus simplement qu'une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et donc au premier plan, vous avez cette Lune, la Lune qui se trouve à 1 seconde lumière, Jupiter, 37 minutes lumière derrière. Et je voudrais évoquer les Pléiades, puisqu'on n'est pas très loin des Pléiades, puisque le 5, la Lune va croiser l'amas des Pléiades, et donc à peu près 400 années-lumière de nous. Et donc c'est bien aussi de remettre les choses un petit peu en profondeur. On peut observer donc le 4 et le 5, c'est spectacle à l'œil nu, on est à l'œil nu. Oui, tout à fait, oui. Très bien, on passe au 12, 2 croissants pour le prix d'un, celui de Vénus et celui de la Lune. Les deux corps célestes sont assez proches, à la même hauteur sur l'horizon Est. Cyril, on en a parlé longuement, des phases de la Lune et de Vénus. Là, c'est vraiment l'occasion de les observer ensemble. Mais à quelle heure il faut regarder ? Le Soleil se lève à 7h22, donc on l'a dit précédemment, la Vénus est du matin maintenant. C'est-à-dire que il va falloir, je pense, se lever à 6h30 pour avoir 20 degrés, enfin avoir le phénomène 20 degrés au-dessus de l'horizon. Vous allez avoir une lumière cendrée sur la Lune, donc ça va être assez joli. Et pour reprendre Sébastien le mois dernier, c'est-à-dire que entre la Lune et Vénus, on sera à une casserole. Ça, c'est la nouvelle échelle. Avec ou sans myrtille ? Sans myrtille. Et c'est-à-dire qu'il faut donc se lever tôt. Donc 10 degrés pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, une base de casserole, donc la base de la gondole, c'est 10 degrés sur le ciel. C'est 2 mains selon la longueur des bras. Voilà. Très bien, donc il faut observer ça à l'œil nu, évidemment. Est-ce que ça peut être photographié ? Oui, ça peut être observé aux jumelles, mais alors ça rentre pas dans un seul champ de jumelles. On passait l'un à l'autre pour voir le fin croissant des deux, au final, donc ça c'est plutôt sympa. En photo, ça donnera... Au final, vous êtes obligé, si vous voulez avoir les deux, de prendre un 50 mm ou un 85 mm pour avoir ces 10 degrés qui séparent. Donc ça n'a pas grand intérêt parce que vous n'allez pas avoir le fin croissant de Vénus. C'est-à-dire que vous aurez par contre la lumière cendrée de la Lune avec un point lumineux à côté, enfin 10 degrés à gauche, là, qui sera Vénus. Donc voilà, dans les lueurs du lever de soleil, ça peut être une très jolie photo. Et pour la faire, comment on s'y prend ? Parce que pied photo, l'appareil donc qui peut être, c'est toujours mieux de le débrayer. Si possible, d'être dans les fichiers en RAW, c'est-à-dire que les fichiers natifs qui vous permettent de rattraper un peu les images par la suite avec les bons logiciels. Donc vous allez faire une pause qui va être de l'ordre de peut-être une demi-seconde, une seconde, selon l'ouverture. Et idéalement, c'est d'avoir le premier plan. Comme vous êtes 20 degrés au-dessus de l'horizon, donc ça veut dire que ça rentre tranquillement dans un 85-100 mm. Non, 100 mm, ça rentre pas. Entre 50 et 85 mm. Et vous allez pouvoir avoir, en mettant votre image à l'horizontale, à la fois Vénus, à la fois le fin croissant, et l'idée c'est d'arriver à avoir la lumière cendrée, donc la lumière qui est réfléchie par les océans terrestres sur la Lune. Très bien, avec un croissant d'ailleurs qui sera presque horizontal, enfin en tout cas. Oui, alors c'est ça ce qui est amusant en cette saison-là de septembre, c'est que l'arrivée de la course de la Lune en fait arrive quasiment perpendiculaire sur nos latitudes, donc vous l'avez en forme de bateau, ce qui est fréquent plutôt quand on est à l'équateur ou aux Antilles par exemple. Très bien, on passe à l'événement du 16 septembre, un événement, en tout cas c'est un bon moment pour observer la lumière zodiacale. Mais Sébastien, c'est quoi d'abord la lumière zodiacale ?
Alors c'est une très faible lueur qu'on va pouvoir observer s'élevant comme ça au-dessus de l'horizon est ou ouest en fonction des époques de l'année. Donc ce sont des poussières interplanétaires qui sont faiblement éclairées par le Soleil. Et donc il y a deux périodes pour bien les mettre en évidence, septembre et mars. Donc en septembre plutôt avant le lever du Soleil. C'est ce qui se passe actuellement, donc en gros 2 heures avant l'apparition du Soleil, ou en mars, eh bien, c'est plutôt dans les 2 heures qui vont suivre le coucher du Soleil. Et donc on voit cette espèce de fuseau, comme une fausse voie lactée, en quelque sorte, qui peut s'élever comme ça au-dessus de l'horizon est ou ouest. Alors pourquoi ces périodes sont-elles plus favorables pour l'observation de la lumière zodiacale, des lueurs zodiacales? Bien, c'est un peu ce que disait Cyril précédemment avec les cornes de la Lune. C'est parce qu'on a l'écliptique qui est quasiment perpendiculaire à l'horizon à cette époque, à cette heure de la nuit. Et donc voilà pourquoi la lueur zodiacale va être plus facile à observer que quand elle pourrait être quasiment tangente à l'horizon. C'est toutefois une lueur assez difficile à percevoir et pour autant on peut l'observer sans se rendre compte. En fait, on peut la prendre pour une lueur quelconque ou voir une pollution lumineuse très légère. On pourrait se dire qu'il y a un petit lampadaire par là et c'est la lumière zodiacale. Donc c'est important de le savoir, oui Cyril. Et alors, ce qui est, en fait, je suis impatient moi que ce soit en septembre justement parce que comme pour des économies d'énergie, tous les petits villages, même il y a quelques agglomérations qui éteignent à 22h voire minuit. Ça veut dire que à 22h, à certains endroits, il commence à faire vraiment nuit noire. Oui. Et donc ça va valoir le coup d'observer à ce moment-là, parce que jusqu'à maintenant, on avait toujours un horizon qui était un peu pollué par des spots de villages. Donc ça peut être intéressant cette année d'observer. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas la Lune, quand même, voire Vénus aussi, qui peut perturber l'observation de la lumière zodiacale. Alors, sachant que s'il y a Vénus, on cherche une tache lumineuse qui part de l'horizon et qui monte jusqu'à Vénus. Donc, ça peut nous arranger aussi. Il faut qu'elle soit haute. Ouais, c'est vrai. Qu'elle soit haute. Oui, et puis pas de souci. La nouvelle lune, c'est le 15 septembre. Donc là, on sera vraiment au bon moment. Donc, essayez d'observer la lumière zodiacale à partir de la mi-septembre. On passe à l'opposition de Neptune. C'est le 19. C'est le moment où elle est visible toute la nuit. Mais Neptune, ça reste un objet difficile, Cyril, tout de même. C'est petit, quoi. C'est un peu petit. Donc, elle sera donc à la tombée de la nuit, dès la tombée de la nuit, vu que c'est opposition, donc le Soleil se couche, elle apparaît là. Elle sera entre Saturne et Jupiter. Donc, ça vous fait déjà deux points de référence. Elle est vraiment quasiment au milieu là. Donc là, le mieux, c'est quand même d'avoir une carte, d'avoir pris Stellarium ou de savoir où elle est pour arriver à la repérer. Ça reste petit quand même, puisqu'en fait c'est un peu plus de 2,3 secondes d'arc. Donc c'est vraiment rikiki. Il faut bien grossir une centaine de fois. Donc qui dit centaine de fois dit un instrument de peut-être 100 mm. Alors idéalement toujours notre référence, le 200 mm. Elle est assez loin quand même, puisqu'elle est à 28 unités astronomiques, ce qui correspond à 4000 millions de kilomètres de la Terre. Donc à quoi on s'attend au télescope avec ce grossissement de 100 fois? On s'attend à voir un petit point un petit peu bleuté, alors bleuté vert, alors ça dépend de votre balance des couleurs, de votre œil, si vous mangez beaucoup de myrtille ou pas. Voilà, donc ça vaut le coup, de toute façon le coup de la voir au moins une fois, mais on a plus l'impression quand on la voit pour la différencier d'une étoile, c'est-à-dire qu'une étoile, donc vraiment vous avez un point, parce qu'il y a peut-être une étoile un peu bleue pas loin, donc pour être sûr qu'on a le bon truc, c'est que ça fait plus gommette dans le ciel qu'autre chose, mais une toute petite gommette. C'est-à-dire qu'une étoile, ça resterait un petit point qui scintille un petit peu bleuté, là, alors que là, vous avez vraiment l'impression d'avoir un coup une gommette d'enfant qui a été mise, mais pas la grosse gommette, une toute petite gommette. Très bien, et puis vous aurez quand même la satisfaction d'observer la plus lointaine planète du système solaire. On passe à la plus proche du Soleil, c'est Mercure finalement, avec une belle apparition dans le ciel du matin le 22 septembre. Sébastien, on peut observer le dernier quartier de Mercure actuellement, mais avec quel équipement ? Oui, alors déjà, il faut la choper, cette Mercure. Elle se lève à 6h du matin, le Soleil se lève à 7h38. Et donc, vers 6h40, quand Mercure est assez haute pour se dégager d'éventuelles brumes et obstacles à l'horizon, elle se trouve à 6 degrés de hauteur.
La phase est à 47%, donc effectivement, c'est un quartier de Mercure. Et pour le voir, il va falloir bien grossir quand même l'image de cette planète. Le problème, c'est qu'elle est basse sur l'horizon, on peut avoir pas mal de turbulences atmosphériques. Alors heureusement, au petit matin, on a souvent moins de turbulences que le soir, après une journée plus chaude que la nuit qui vient de s'écouler. Mais c'est pas forcément des conditions super idéales pour mettre en évidence la phase de Mercure, surtout si on est en ville ou si on n'a pas un air extrêmement transparent. Toutefois, ça vaut quand même le coup d'œil, et de comparer aussi la phase de Vénus, puisque les deux planètes seront visibles, alors non pas dans le même champ, mais au même moment. Vénus sera un peu plus haute, elle se lève également plus tôt, vers 4h du matin, et pile entre Mercure et Vénus, ça c'est pour vous aider à trouver Mercure peut-être, il y a l'étoile Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion. Du coup, là, vous avez un alignement finalement. Vous avez Vénus, Régulus, Mercure. Et donc, si vous avez Vénus et Régulus, vous prolongez l'alignement. Et à la même distance séparant Vénus de Régulus, et bien de Régulus, vous arrivez sur Mercure. Donc ça peut vous aider aussi à débusquer Mercure. C'est pas négligeable. Donc, on peut essayer d'observer la phase de Vénus, la phase de Mercure et Régulus au milieu. Voilà, exactement. Mais aucun intérêt de regarder Régulus avec le télescope. Mais bon, on peut essayer. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous conseillant sur la meilleure façon de la réussir. Et je crois que vous voulez nous parler de l'Arche de la Voie lactée, c'est ça ? Oui, je veux même reprendre les propos de Sébastien qui nous parlait de la lumière zodiacale. C'est-à-dire que sur le mois de septembre, c'est le dernier moment où vous pouvez prendre en photo, à la tombée de la nuit, l'arche de la Voie lactée. Et au milieu de l'arche de la Voie lactée, au final, on a aussi Vénus, et on peut avoir la lumière zodiacale. Donc sur la même image, vous pouvez avoir Vénus, la lumière zodiacale, et puis l'arche de la Voie lactée, plus un premier plan. Il y a quelques années, Guillaume Canas avait fait une très belle image où on voit un arbre en ombre chinoise, Vénus, le halo qui monte jusqu'à Vénus, qui est la lumière zodiacale, et tout ça entouré de cette arche. Donc pour faire une telle image, il vous faut un appareil photographique, bien sûr, un trépied photo, là obligé, idéalement un retardateur, enfin un truc pour que ça vibre pas, ou une télécommande. Vous débrayez votre appareil photo. Toute l'astuce consiste à être sûr, c'est-à-dire d'avoir un pied photo qui est à niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez une rotation horizontale, et cette rotation horizontale, il faut vraiment être sûr que vous avez votre appareil photo qui ne part pas en biais pour arriver à bien recoller le panorama, en fait, parce que c'est un panorama que vous allez faire. Donc première astuce, c'est un niveau à bulle soit incorporé sur la rotule de votre pied photo, soit le niveau à bulle de l'appareil photo, parce que maintenant il y en a, soit carrément le niveau à bulle de maçon que vous avez dans votre sac, quoi. Donc c'est moins pratique parce qu'il y en a des très grands d'1 mètre, mais en prenant un petit, ça va marcher. À ce moment-là, donc vous positionnez correctement le pied photo, il est bien à niveau, vous posez l'appareil sur le pied photo, vous le faites tourner gentiment pour vérifier que tout reste bien à niveau, c'est important. Et il va falloir que chaque image, en gros, vous ayez... Alors moi, je mets la moitié, mais normalement, on peut mettre un tiers. C'est-à-dire qu'il y ait un tiers de la photo précédente qui soit dans la photo suivante, pour que vraiment, elles matchent les unes sur les autres. Donc vous allez comme ça, le plus rapidement possible, en fait, au début, déterminer un temps de pause et une ouverture et une sensibilité pour avoir quand même la Voie lactée qui apparaît sur votre image. Et puis vous allez faire X photos. Alors ça dépend vraiment de la focale que vous avez. Si vous avez un très grand angle, vous pouvez quasiment y arriver en 2 fois, voire en 3 fois. C'est peut-être plus facile pour les débutants. Par contre, plus l'angle est grand, plus vous avez une déformation. Donc plus ça va être chaud pour faire l'assemblage de panorama par la suite. Donc idéalement, si vous avez un 16 mm ou un 20 mm, ça passe encore. Si vous avez un 35, c'est encore plus facile, mais vous allez multiplier le nombre d'images. Donc il va falloir travailler sur des fichiers qui sont assez lourds. Donc première étape, vous faites donc cette série de photos. Et puis deuxième étape, vous allez utiliser des logiciels de traitement, alors comme PTGuy, comme sur Photoshop, ça marche aussi. Et puis sinon,
sinon, il y a un logiciel qui est un petit peu plus compliqué à utiliser, mais là aussi, vous avez des tutos et peut-être qu'un jour, il y aura un tuto sur la chaîne YouTube de Ciel Espace, sur Hugging, qui vous permet aussi de regrouper ces images. Très bien, écoutez, merci pour ce conseil. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Je récite la liste à chaque fois, mais vous avez le choix. Sébastien, qu'avez-vous choisi ce mois-ci ? Alors, je fais le retour des nuits. On passe l'équinoxe le 23 septembre et enfin les nuits deviennent plus longues que les jours, tout simplement. Donc ça nous rappelle quand même qu'il y a des petites bornes comme ça dans le calendrier qui sont strictement astronomiques et c'est le prétexte aussi pour se rappeler un petit peu le phénomène des saisons. Deux causes au phénomène des saisons sur Terre. Premièrement, la Terre tourne autour du Soleil. Deuxièmement, l'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23 degrés sur son orbite autour du Soleil. Et du coup, ce sont ces deux paramètres qui font qu'au cours de la journée et au cours de l'année surtout, la culmination du Soleil n'est pas toujours la même à midi. Vous l'avez remarqué, aux alentours du solstice du mois de juin, donc le 21 juin à Paris, le soleil culmine à environ 65 degrés de hauteur, alors qu'au solstice de décembre, il ne culminera qu'à 18 degrés. Et ce qui va avoir pour conséquence de modifier considérablement la durée d'ensoleillement, puisque aux alentours du 21 juin, le jour dure 16 heures à Paris, la nuit seulement 8 heures, et c'est le contraire en hiver. Et donc les équinoxes, équinoxé, c'est le latin de Cyril ou de M. Savoie, comme tu disais, c'est égalité entre le jour et la nuit finalement, et donc vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et donc ce sont des dates un peu charnières, en tout cas pour certains astronomes, puisque surtout à l'automne, voilà, on passe du côté obscur, si j'ose dire, puisque la nuit l'emporte sur le jour, et donc on va se diriger vers des nuits de plus en plus propices aux observations. Donc voilà, mon petit coup de cœur, c'était ça. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Alors moi, c'est une exposition. C'est en attendant l'exposition qui va avoir lieu en octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui s'appelle Mission Spatiale, où vous aurez la chance de pouvoir aller quasiment d'embarquer sur la Lune avec le module, la Gateway de la mission Artemis. Donc en attendant cette mission-là, vous pouvez aller faire un tour à la Cité de l'Espace à Toulouse. À la Cité de l'Espace à Toulouse, on a en ce moment une exposition qui s'appelle Lune, épisode 2, on y retourne, qui est une expo complètement immersive et dans laquelle on traite de différents sujets. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur les bases lunaires et puis vous allez vous poser des questions sur quelles ressources sur la Lune, sur comment gérer l'eau, l'énergie, comment on se protège pour rester longtemps sur la Lune, etc. etc. et comment vivre et travailler sur notre beau satellite. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces coups de cœur. J'ajoute, si vous le permettez, à destination des Parisiens ou des touristes qui seraient à Paris en ce début de mois de septembre, qu'il restera encore 3 dernières soirées d'observation publique et gratuite sur inscription du festival Paris sous les étoiles, organisé par l'Association française d'astronomie. Elles auront lieu les 1er, les 2 et les 9 septembre. Alors le 1er septembre, ce sera à 21h à l'Allée Royale du Bois de Vincennes. Le 2, à la même heure, dans le parc de Choisy, c'est dans le 13e arrondissement. Et le 9, dans le parc Montsouris, face aux locaux de l'AFA et de Ciel et Espace. Tous les renseignements sont disponibles sur www.afastronomie.fr. Et le 9, c'est aussi la journée Astro Junior, donc tous des ateliers destinés aux astronomes en herbe à partir de, disons, 6-7 ans. Et toutes les informations pour cette journée du 9 dans le parc Montsouris, donc sur le site de Ciel et Espace, le site de l'AFA, pardon, donc c'est afastronomie.fr. Et je crois que tu as oublié quelque chose. Ouais, une information importante. Ouais, très importante. Ouais. Et le 9. Le 9. C'est l'anniversaire de notre réalisateur Nicolas Franco. Et voilà. Effectivement. Alors pour ça, écoutez, rendez-vous tous au parc Montsouris. Il nous offrera de la myrtille. Des étoiles et des myrtilles. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éphémérides qui s'achèvent pour ce mois-ci. Merci Cyril, merci Sébastien, merci Nicolas et bon anniversaire. L'émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel Espace. Votre soutien nous est précieux. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission.